Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Lebidan. Donc, j'ai travaillé pendant près de 25 ans dans la fonction publique territoriale, au service notamment de départements pour la sécurisation des routes départementales vis-à-vis des aléas gravitaires. Et puis j'ai quitté la fonction publique territoriale 3 ans pour monter ma structure, qui est une micro-entreprise. Et j'interviens aujourd'hui dans le domaine de l'enseignement, de la formation, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de l'expertise. L'objet de mon exposé va être un retour d'expérience sur un chantier sur lequel je suis intervenu en 2022-2023, dans les Pyrénées, précisément à Artoust, où on va le voir de quelle façon on est venu à s'intéresser à ce site, la mise en place de l'organisation, puis finalement le chantier. Donc moi je suis intervenu pas en phase conception, je suis intervenu en phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage au moment du démarrage des travaux. Donc on se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, on change de massif, sur la commune de La Reims, d'accord, point de départ pour l'itinéraire qui monte au col du Portalet, d'accord. Et à une vingtaine de minutes de La Reims, on trouve Artoust, d'accord. On est en limite du parc national des Pyrénées. Et puis je dois pouvoir, voilà. Donc en fait, la carte ici est inversée, hein, le nord est en bas. Donc on monte de la Reims par la partie basse, on trouve le barrage de Fabrèges et puis on va intervenir dans les épingles ici, épingles supérieures. Donc on est en limite, comme je disais, du parc national des Pyrénées. On a également le petit train d'Artoust qui est ici, donc zone touristique, résidentielle. Et puis desservi par la D934 qui est une route départementale avec un trafic moyen de 400 000 véhicules par an. À peu près, on est à 1250 mètres d'altitude. Donc, le point de départ accidentel, c'est bien un accident début janvier 2014 avec un véhicule de touristes, un couple, heurté par un bloc isolé. On voit le véhicule évacué avec le bloc ici qui n'a laissé aucune chance à la passagère. Donc c'était une jeune femme de 36 ans, enceinte de 7 mois, qui est décédée sur le coup. Donc il y a eu un fort impact localement sur cette affaire, sachant qu'un an et demi plus tard, son conjoint, qui était le conducteur, a mis fin à ses jours. Donc c'est une affaire qui a impacté, confronté à ces vulnérabilités anciennes, ça a toujours un impact collectif. On revient sur l'enjeu sociétal des risques naturels. Oui, il y a des morts sur les routes chaque année, mais des victimes suite à un éboulement ont toujours un impact dans l'inconscient collectif fort. J'ai pu le mesurer au cours de ma carrière. Donc, l'accident s'est produit sur la partie haute de l'épingle, ici, et puis j'ai pris un point de vue à droite. On a le barrage, ici, là, qui est dans notre dos. Donc, première épingle, la deuxième épingle est là, et l'accident s'est produit ici. Donc, suite à cet accident, on a deux mécanismes qui se sont mis en route avec des temporalités différentes. C'est ce qui est intéressant et des organisations différentes. C'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus, parce qu'on va parler d'expérimentation. Il faut aussi envisager les conditions de l'expérimentation. D'accord ? Donc là, évidemment, c'est une route départementale qui a été impactée. C'est le département des Pyrénées-Atlantiques qui est intervenu et qui a, suite à une étude, rapidement mis en place un écran par bloc. On est sur des solutions de type génie civil, un écran par bloc pour venir sécuriser cette portion en bleu là, du versant. D'accord ? Et puis, deux acteurs, en tout cas on va venir voir intervenir deux acteurs complémentaires. D'abord, le projet Fusicos, d'accord, qui est un projet qui fait intervenir les solutions fondées sur la nature, et puis le GECT, d'accord. Je vais vous expliquer ce que c'est. Pyrénéos-Pyrénées, qui s'est saisi et qui est devenu le porteur d'une expérimentation qui a eu lieu juste à côté, d'accord. Donc l'enjeu est le même. On devine ici deux ouvrages qui sont des ouvrages par bloc par avalanche, au droit de couloir.
mais on est sur un enjeu similaire, c'est la même route, mais on est sur des aléas moindres. D'accord ? Et donc là, effectivement, ce site a été identifié comme un site permettant une expérimentation et qui a été menée à son terme. Donc, le projet Fusicose vise à démontrer que les solutions fondées sur la nature pour réduire le risque de phénomènes induits par des événements météorologiques sont techniquement viables, rentables et applicables à l'échelle régionale. Oui, il sera là, Jean-Pierre. Tout en augmentant la résilience écologique, sociale et économique des communautés locales. On est sur quelque chose qui se met en place localement. Le financement a été assuré par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne. C'est un programme qui va tenir 15 partenaires représentant 7 pays. Pour la France, c'est le BRGM qui est partenaire. Et puis, si vous allez sur le site Fusicose, alors tous les liens ne fonctionnent pas, mais vous avez 187 sites qui sont intégrés au projet Fusicose et qui sont aujourd'hui accessibles en termes de connaissances sur des solutions fondées sur la nature. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'expérimentation, il y a également une évaluation de ces solutions sur plusieurs années. Indispensable quand on l'a vu déjà ce matin, ça a été évoqué, sur ces solutions au long cours. Modélisation à partir d'un lidar réalisé par le BRGM sur le site d'étude. On voit ici le barrage, le plan d'eau du barrage. On devine les épingles, l'accident s'est produit ici, et le site d'expérimentation, c'est celui-ci. Non, je ne vais pas commencer par ça. Pourquoi je l'ai mis ici ? Et pourquoi il est bloqué ? Voilà. Groupement européen de coopération territoriale, GECT, structure juridique, d'accord, disposée d'une personnalité juridique, créée, rendue possible par un règlement européen adopté en 2006, visant à faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, à plein de niveaux, pas uniquement au niveau des infrastructures, culturelles, etc., d'innovation, donc constituée de personnes juridiques d'au moins 2 États membres. Il y a aujourd'hui 60 GECT en activité. Alors, assez étonnamment, il n'y en a pas dans les Alpes. Par contre, il y en a à peu près partout ailleurs où il y a des frontières. Et puis, le porteur de ce projet expérimental, c'est le GECT Pyrénéos-Pyrénées, qui est porteur de 4 compétences, innovation, transition, développement territorial, tourisme, et puis, ce qui va nous intéresser ici, infrastructure, mobilité, avec 2 items, développer une intégration rationnelle et innovante de la mobilité locale et touristique, et promouvoir le développement de la zone pyrénéenne et de ce piémont dans le cadre d'un projet territorial qui intègre la gestion durable de ces infrastructures de communication transfrontalière. Donc c'est là-dedans qu'on va s'inscrire. Donc en France, c'est la partie jaune, donc on a 2 départements, on a les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, et puis c'est l'Aragon, là, qui est concerné côté espagnol. Donc, comment s'est passée l'organisation de ce projet? Alors, il y a une coquille, c'est MOA et MOE. Donc, le GECT était porteur du projet, d'accord, en tant que maître d'ouvrage et en tant que maître d'œuvre. La MO conception a été réalisée par l'Université Polytechnique de Madrid, d'accord. On va y venir tout à l'heure. Les entreprises sont 2 entreprises espagnoles, Eforsa qui a fourni les bois et Via Libre qui a réalisé le chantier. On avait un coordonnateur SPS, la Bruyère Expertise, et j'ai réalisé, RIPRAP, c'est le nom de ma structure, l'AMO Réalisation. Et puis, ce projet, dans le cadre de Fusicose, est suivi par un comité technique qui comprend le parc des Pyrénées, l'ONF, la commune de la Reims, le département, l'Observatoire du changement climatique pyrénéen, le RTM, et puis le GECT, qui est également dans l'Observatoire. En phase conception, donc un lidar terrestre réalisé avec des profils trajectographiques qui ont été tirés. Voilà ce que donne à peu près le site. Donc on est sur un site de pente moyenne, on a un sentier de type GR qui serpente tranquillement. Et puis on a quelques amas, comme ça, de blocs. On est soit sur des calcaires en troc
soit sur des leucogranites, et puis on a aussi des blocs isolés dans la pente. Hein. Donc voilà ce avec quoi on a travaillé. C'était les principes donnés par l'Université Polytechnique de Madrid là on est sur le cas d'ouvrage et de principes actifs, d'accord. Le maintien au sol, alors déjà il y a le fait de venir coucher au sol les blocs, il ne s'agissait pas de purge, hein, il s'agissait de coucher, de stabiliser les blocs en les couchant dans la pente, éventuellement la réalisation de petits butons en muret en pierre sèche, et puis ce principe, à droite, ce qu'ils ont appelé les tripodes, oui, avec 3 bois, d'accord, et puis à gauche, ils ont appelé les mailles, d'accord, faisant intervenir plus de 3 montants. Donc ce sont des bois de mélèze. La partie foncée en extrémité, ce sont des sabots métalliques. On va voir comment on s'est débrouillé avec ça, fichés dans la terre par des ancrages, qui sont en fait des crayons d'ancrage, hein, sans coulis, qu'on venait venu foncer à la masse. Donc ça, c'est pour les ouvrages passifs, et puis pour actifs, pardon, et puis pour les ouvrages passifs, on avait tout un panel proposé de barrières bois mises en place contre les arbres, d'accord, avec différentes structures imaginées, d'accord. Donc ça, c'était ce qui avait été envisagé en conception, sachant que les personnes ayant réalisé la conception ne sont pas intervenues sur site. Hein. Donc il y a eu des adaptations, aménagements sur le chantier. Et voilà avec ceux avec qui on a travaillé. Donc ça a été une difficulté, j'y reviendrai dans les points en conclusion, c'est-à-dire que moi, en tant qu'AMO réalisation, j'ai travaillé sur une carte d'implantation, mais je n'avais pas de photo des compartiments. C'était quand même pas évident. Donc ça a fait l'objet d'une implantation pointue avec l'entreprise qui intervenait. Et voilà, on devine les points de couleur, chaque point correspondant à un ouvrage. La route est ici, là c'est le lac à droite, la D934, on a un sentier d'accès qui est ici. Voilà. Initialement, comme on est dans le parc des Pyrénées, hein, le bord du parc est ici, on devait intervenir avec des animaux de bas. Et puis finalement, le parc des Pyrénées nous a autorisé à utiliser l'hélicoptère, ce qui est dommage, parce que j'aurais bien aimé intervenir avec des ânes. Mais il se trouve que du coup on a pu, et ça a aussi changé un peu les contraintes du chantier, on a pu héliporter beaucoup de bois. Hein. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de bois, on a fait un peu plus d'ouvrage que ce qui était initialement imaginé. Donc voilà le chantier qui démarre, et voilà un tripode mis en place, donc des bois de mélèze mis fichés dans des sabots métalliques. Alors ça, c'était à terme, c'est des choses qui peuvent être, je suppose, remplacées, puisqu'en fait, il fallait parfois tailler les bois pour pouvoir les insérer dans les sabots métalliques. Quand on venait tailler les bois, du coup, on venait permettre une lumière entre le bois et le sabot. Cette lumière permettait le passage de l'eau, donc éventuellement le pourrissement du bois en pied de sabot, qui était censé le protéger. Quand bien même le sabot était percé en pied, voilà. Donc on a jointé après au mastic. On aurait pu fonctionner avec des colliers, on aurait pu fonctionner peut-être avec de la cire ou d'autres procédés. C'était expérimental. Voilà ce qui avait été retenu en phase conception. Et puis en tête, ces 3 madriers sont bridés par un câble qui est fermé par des serre-câbles. Donc voilà, quand on commence un chantier au mois d'octobre dans les Pyrénées à 1250 mètres, on s'attend à avoir de la neige. On a ici des tripodes qui sont mis en place. On avait parfois des tripodes couplés avec quelque chose qui ressemble plus à un buton. D'accord ? Ça nous a permis aussi de constater que la forêt jouait son rôle, d'accord, de protection. Et puis là, on ne le devine pas, mais on devine ici une barre, d'accord. À un moment donné, ça a été une option. Alors, ça n'a pas été décidé, on l'a constaté. L'entreprise, à un moment donné, a préféré mettre ceinture et bretelles et est venue liaisonner. Alors, c'est dommage au titre de l'expérimentation, mais est venue
quasiment systématiquement liaisonner les têtes de madriers avec les blocs en venant ficher des barres, des oui, d'accord. Donc en fait, on a un fonctionnement qui aujourd'hui ressemble à un calage, à un emmaillotage, puisque en fait ça ressemble à un emmaillotage, même s'il est en bois, d'accord. Un emmaillotage couplé à un buton. Hein. Voilà ce qu'on a appelé des mailles. Donc on n'est pas sur 3 bois, mais parfois on peut être sur 4, 5, 6, voire 7 bois. Ici également, chaque tête à chaque fois est bridée. Hein. On ne le voit pas forcément sur l'image, mais est bridée par un collier, par un bridage de câble. Voilà pour les ouvrages passifs, hein, barrière bois, mis en place contre des arbres qui sont dans la pente. Également ici, vu depuis l'aval, dans un couloir, ici purement un buton. Pardon. Et puis voilà ce qui a été livré en fin de chantier. Donc on a repris le plan d'implantation et puis on a mis les 70 ouvrages qui ont été répartis sur le site, d'accord. Et pour chaque ouvrage, on a constitué une fiche d'ouvrage, hein, comme une fiche d'identité de l'ouvrage, avec ses caractéristiques, son implantation, et puis des propositions de surveillance en termes de fréquence de mesure et de points à vérifier, notamment au niveau du vieillissement des bois et de la corrosion sur les pièces métalliques. Éventuellement, l'évolution de l'aléa. Donc 70 ouvrages réalisés, 130 000 € hors taxes concernant les travaux, en dehors de tout ce qui est autres marchés, de conception SPS ou d'AMO. Et puis voilà, un plan de recollement livré et des fiches d'ouvrage. Le message à retenir, à mon sens, c'est que, alors, c'est valable pour ce chantier, c'est valable pour les solutions fondées sur la nature, c'est que, de mon point de vue, ça participe à inscrire la gestion du risque dans un temps long et continu. Hein. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on focalise beaucoup sur notre infrastructure, un problème, un ouvrage. Mais ça, ce n'est pas de la gestion du risque. L'ouvrage est un élément de gestion du risque. Mais le risque, c'est une ligne continue, hein, temporellement continue. Et je pense que reconnaître la fragilité et la vulnérabilité de ces ouvrages, hein, c'est une expérimentation. De toute façon, on apprend en faisant hein, le chemin se fait en marchant. Là, on va apprendre et ça nous oblige à être vigilants, à surveiller, à voir comment il se comporte, à s'améliorer. D'accord ? Donc, en fait, ça participe à développer une culture du risque. D'accord ? Sur des territoires, comme je l'ai dit en introduction, on est plutôt sur des territoires qu'on vend comme du loisir, touristique, etc. Hein ? Donc, je pense que, effectivement, on parlait ce matin de changement de paradigme. On ne peut pas attendre le changement de paradigme pour mettre en place ces ouvrages. Par contre, ces ouvrages peuvent être un moyen, un levier, pour arriver à ce changement de paradigme, hein, puisqu'il va nous obliger à avoir une culture différente. Et puis, par rapport, ça fait partie des choses aussi, des angles morts un petit peu, mais qui évoluent, le changement climatique amène une inconnue dans l'équation du risque. D'accord ? Les enjeux, qui sont en évolution depuis 60 ans, les enjeux ont explosé. Hein, plus que le changement climatique aujourd'hui, sans doute, dans des proportions plus importantes que les épisodes pluvieux, de neige, etc. Sauf que c'est ça qu'on retient. Il y a un autre volet qui va impacter l'aménagement, c'est le volet assurantiel. Hein, aujourd'hui, vous avez posé la question au maire dans la Roya, début novembre, il ne savait pas comment assurer les biens de sa commune. D'accord ? Je parlais avec un collègue de département. Les ouvrages d'art ont été sortis de leur dernier contrat d'assurance. Donc, si vous savez, en tant qu'élu, que vos infrastructures, vos ouvrages ne vont plus être assurés, comment est-ce que vous aménagez ? Hein ? Et donc ça, ce volet assurantiel, finalement, c'est peut-être lui qui va donner la temporalité, le rythme et la mesure, hein, de ce qui sera faisable ou pas faisable.
Oui, bah, on apprend en faisant, hein, le chemin se fait en marchant. L'approche performative est très intéressante. Hein, nous obliger à nous retourner pour dire bah, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, le droit à l'erreur, on peut se planter. Ça fait partie d'une démarche expérimentale. D'accord ? Ce qui était intéressant également, et je pense que ce qui a marché, c'est qu'on a vu que le point de départ, c'était un point de départ accidentel, sur lequel, effectivement, on sait qu'on a tendance à réagir fortement, voire à surréagir. On a vu que c'était nécessaire. Je ne remets pas en cause la nécessité de mettre en place un écran parabolique sur le site. Par contre, le fait d'avoir des porteurs différenciés permet cette différence de temporalité. Et effectivement, un département aujourd'hui qui gère les routes, les collèges, les bâtiments, le social, il est en permanence dans l'actualité, il est en permanence dans le fait de produire. Il n'est pas forcément le mieux placé pour porter des projets expérimentaux, même si ça l'intéresse fortement. Et là, le fait d'avoir dissocié les porteurs de projets, je trouve ça intéressant. Et le GECT a une approche qui est à la fois, qui n'est pas complètement sortie de l'opérationnel. Hein. Ils interviennent sur le tunnel du Portalet, etc. Donc, ils ne sont pas complètement sortis de l'opérationnel. Par contre, ils sont sur des temporalités autres qu'un exploitant routier. Alors ça, c'était une difficulté, veiller à maintenir la continuité, l'homogénéité de l'approche tout au long du projet. Effectivement, on a vu qu'à un moment donné, moi, je n'ai pas eu de contact avec l'Université de Madrid, d'accord ? Donc, il n'y a pas eu vraiment de transmission de consignes entre la conception et l'AMO réalisation, d'accord ? Donc ça, c'est des choses, effectivement, qu'on peut attendre et qui est naturel chez un porteur purement opérationnel, qui est moins évident chez un porteur qui est un peu moins sur la gestion de l'exploit et des opérations de travaux. Mais sinon, bon, c'était expérimental, on s'est adapté, on a compris l'esprit, d'accord, et du coup, il y a eu beaucoup d'adaptations en phase chantier. Et puis là, c'est le cas aussi, prévoir les modalités suivies et d'évaluation en amont, ça a été fait, c'est des choses qui vont être suivies pendant plusieurs années, c'est indispensable, hein, pour pouvoir justement avoir cette approche performative, et puis faire progresser, abandonner ce qui ne fonctionne pas, et puis faire progresser ce qui, au contraire, semble intéressant. Et puis, il y avait une diapo qui s'était intercalée. C'était pour dire aussi que, dans le cadre de cette approche et du projet Fusicose, sur lequel a été intervenu le GECT des Pyrénées, ils ont développé un bélier, d'accord, sur un centre expérimental pour venir tester, justement, plusieurs essences de bois, plusieurs diamètres de madriers face au choc. Voilà, et puis j'ai un petit bonus pour vous. Donc là, on est sur notre vallée, d'accord, plus à l'ouest. Hein, vous prenez Oloron-Sainte-Marie, vous descendez au sud. On est en Espagne, site de Canfranc, d'accord. La gare de Canfranc, qui fait 350 mètres de long, je crois, son surnom, c'est le Titanic des montagnes. Hein, donc c'est une gare qui a été construite dans la première moitié du XXe siècle, jamais ou quasiment pas utilisée, trafic de pointe, 50 personnes par jour, d'accord, et qui a été complètement abandonnée en 1970 à la suite du déraillement d'un train. D'accord. Donc ça a fait le bonheur des amateurs d'urbex pendant des décennies. Vous pouvez toujours y aller aujourd'hui, mais ça vous coûtera plus cher puisqu'elle a été transformée en hôtel 5 étoiles. Ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si vous le voyez, la gare est ici, on la devine dessous. Et en fait, cette multitude d'ouvrages, alors ce sont des ouvrages par avalanche, là, d'accord ? Ce sont tous des ouvrages en pierre, hein, qui ont été construits avant-guerre, d'accord ? Et le district a... Alors, voilà ce que ça donne, d'accord ? C'est quand même assez étonnant. Hein. Et donc, tous ces ouvrages sont des ouvrages de protection contre les avalanches et torrentielles, et le district a voté une enveloppe de 4,5 millions d'euros pour la réparation, l'entretien de ces ouvrages jusqu'en 2026. Voilà. Donc ça peut faire, si un jour vous passez dans le coin, il y a le site d'Artoust, où vous trouverez les tripodes en bois, et à quelques kilomètres à vol d'oiseau, ce sera un peu plus loin en voiture, vous pourrez tomber sur ce site assez particulier où il y a des milliers de tonnes de pierres qui ont été mises en place dans le versant pour lutter contre les risques naturels et sur lequel le gestionnaire s'est engagé à leur restauration. Merci pour votre attention. Merci.
C'est ouvert pour les questions. À distance, est-ce qu'il y en a, Mathieu? Non? Oui, avec le micro. Sur le suivi des temps longs que vous évoquez, vous avez glissé la question de l'assurabilité. J'imagine que vous avez examiné également quel serait le gestionnaire des ouvrages dans leur maintenance. Ça veut dire transfert. Est-ce que dans les réflexions, ceux à qui vous avez proposé le transfert ont réfléchi sur l'assurabilité du dommage occasionné par une défaillance de l'ouvrage? C'est valable comme réflexion par rapport aux GEMAPiens qui récupèrent des systèmes d'endiguement avec des ouvrages qui peuvent être fragiles. Et la question qui se pose, c'est quelle est l'assurabilité en cas de défaillance de l'ouvrage avec les dommages aux biens, voire plus dramatiques, les dommages humains. Alors effectivement, plus on va poser d'ouvrages dans les versants, plus on se rapproche du moment où il va y avoir des dommages qui vont se présenter devant le juge avec la suspicion d'une défaillance d'ouvrage. Hein, ça, c'est statistique. Dans ce cas-là, aujourd'hui, les ouvrages sont restés sous la gestion du GECT. Hein, à ma connaissance, ils n'ont pas été transférés au gestionnaire de la voirie. Donc, ils ne sont pas intégrés en tant, c'est de l'expérimentation, ils ne sont pas intégrés en tant qu'ouvrage de protection de la voirie. C'est ce que je sais pour le moment. Voilà. Alors, GECT, je pense, est assuré puisqu'ils interviennent déjà, ils sont déjà gestionnaires d'équipements au niveau du tunnel du Pourtalais. Donc, je suppose qu'ils sont... et puis, ils disposent de la personnalité juridique, d'accord ? Donc, à ce titre-là, leur responsabilité peut être engagée. Et je suppose qu'ils ont la RC Pro qui leur permet ça. Voilà. Après, encore une fois, je pense qu'à l'avenir, ces ouvrages... Alors, la RC Pro s'appliquera sur leur domaine de compétences, c'est normal, pour toute activité. Par contre, je pense effectivement, de plus en plus, les ouvrages d'art et les ouvrages de protection contre les risques ne feront plus partie des annexes des contrats d'assurance, c'est-à-dire en cas de dommage, et les gestionnaires ne pourront faire appel qu'à leur propre capacité d'investissement ou de subvention pour venir les réparer et les remplacer. Présente-toi pour ceux qui sont en visio. Oui, Nicolas Villard, NGE. Question subsidiaire, Valentin. En tant qu'AMO, toi, tu as quantifié le risque résiduel comme pour des ouvrages conventionnels, avec une capacité nominale, et surtout un aléa dont tu disais qu'il avait été implanté par l'entreprise. On est sur des aléas qui sont considérés, tous les aléas sur lesquels on est intervenu, quasiment, sont considérés comme moyens. D'accord ? Donc moyen, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour ce type d'ouvrage de protection vis-à-vis des allées gravitaires, on a une durée de vie de 30 ans. D'accord ? Un aléa moyen, ça veut dire qu'on estime de prime abord que le compartiment a autant de chances de partir que de ne pas partir. On est sur un aléa intermédiaire. D'accord ? Il y avait toute une partie, je ne l'ai pas montré, mais de bord de route qui était prévue d'intervenir, falaise de bord de route, qui est montée jusqu'à une dizaine de mètres de hauteur, d'accord, qui était prévue de traiter par purge uniquement. D'accord. Je l'aurais fortement déconseillé. Si on ne faisait que de la purge sur cette zone, on allait faire plus de mal que de bien. D'accord. Et là, on engageait une responsabilité à ne faire que de la purge, à ne pas intervenir avec des ouvrages de type ancrage, plaquage, confortement, maillotage. D'accord. Donc on a laissé tomber la part bord de route, qui revient de toute façon au département, et sur lequel il fallait, de mon point de vue, éviter une interaction qui là pouvait être problématique. Et on a été sur des blocs isolés dans la pente, voire des amoncellements, voire quelques escarpements. Mais à chaque fois, on est sur un aléa de départ moyen au maximum. On n'est pas sur des aléas forts.
Philippe Bertherambault, Bureau d'études Engineering Risque. Question de l'assurance, à mon avis, elle est centrale parce qu'un GECT qui endosse son risque, c'est une chose. Un bureau d'études de 2 personnes qui doit endosser le sien, ça risque d'être un peu de la gymnastique. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Justement, toi, en tant qu'AMO d'une opération comme ça, par exemple. Alors, la place d'AMO est plutôt assez confortable, puisque justement, on n'intervient pas en théorie, on est conseil. D'accord ? Pour savoir que si vous voulez vous installer comme AMO, aujourd'hui, on vous demandera quand même la décennale. Hein ? Il y a une décision, il y a une jurisprudence qui fait qu'à un moment donné, le juge a dit l'AMO ne peut être complètement distingué de la conception. Donc, quand bien même aujourd'hui vous installez, ça a été mon cas, en AMO, l'assurance vous imposera une décennale. Il y a un risque, il y a déjà un glissement, c'est-à-dire que si effectivement les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires ne peuvent plus assurer leurs ouvrages, de leurs contrats, ils vont s'en remettre qu'aux assurances des concepteurs. D'accord ? Et là, il y a un problème d'échelle. Hein ? On a des bureaux d'études qui sont plutôt petits en termes de taille par rapport à d'autres bureaux d'études géotechniques ou des bureaux d'études spécialisés. Historiquement, en France, ce sont des bureaux d'études de taille réduite. D'accord ? Donc là, effectivement, si on n'a pas une implication forte, ça a été dit ce matin, c'est-à-dire sur un partage des responsabilités, ça veut dire que vous faites peser l'intégralité de l'assurance sur celle de votre concepteur. Et de votre entreprise également, pour la décennale. D'accord ? Les entreprises, c'est différent. Elles ont plus de liquidités, elles sont plus costauds. Les assureurs ils préfèrent les entreprises que les bureaux d'études géotechniques, qui sont plus fragiles et qui ramènent moins de liquidités. Donc effectivement, si on ne résout pas ce problème d'assurance, à terme, c'est déjà un peu le cas, les maîtres d'ouvrage vont payer très cher des ouvrages pour lesquels les bureaux d'études vont dire on veut bien vous suivre, mais on ne peut pas faire peser l'ensemble, l'intégralité du risque sur nous, parce qu'on n'a pas les épaules pour. Et sachant qu'ils payent déjà beaucoup en assurance. Donc effectivement, il va falloir trouver une solution pour que, d'une manière ou d'une autre, les maîtres d'ouvrage puissent dire et s'assurer pour, en disant non, on veut ça. Quand bien même on entend les réserves qu'il peut y avoir, on entend des défaillances ou des fragilités possibles, mais on veut essayer. D'accord ? Si effectivement il n'y a pas une forte implication, y compris en termes de responsabilité des maîtres d'ouvrage, ces solutions n'arriveront pas sur le risque, c'est qu'elles n'arrivent pas sur le marché. Voilà. Et moi, je prends souvent l'exemple des parois clouées. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a 25 ans, on mettait un clou tous les 4 mètres carrés. Et à ma connaissance, les parois clouées sont toujours en place. La dernière fois que j'ai vu passer une étude d'exé sur une paroi clouée, il y avait un clou quasiment par mètre carré. Donc on a multiplié, je ne généralise pas, mais dans ce cas-là, on a multiplié le nombre de clous par 4. Bon, ça se paye. Ça se paye. Merci Valentin. Karine ? Ouais, ça sera la dernière. Après, on passera à l'autre présentation. Est-ce que tu peux te déplacer ? Le film ne sera pas assez grand. Laurent Thévenot de Géolith. Est-ce qu'on a une idée d'un ordre de grandeur de la capacité énergétique des parades passives en bois que tu as présentées ? Alors non, aucune idée. Parce que si le bélier a été utilisé, je n'ai pas eu connaissance. Alors je sais que ça a été utilisé sur différents diamètres et différentes essences de bois, mais je n'ai pas eu l'information des résultats. D'accord ? J'ai pas trouvé soit elles n'ont pas été communiquées, soit je n'ai pas trouvé le site qui les communiquait. Je sais que des tests ont été passés, mais non, on a. Alors, c'est pareil, moi j'ai eu accès au plan. Est-ce qu'il y a eu des dimensionnements au préalable par l'Université de Madrid sur les résistances? Si ça a été le cas, je n'en ai pas eu connaissance.